Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire, d'où est tirée la série Game of Thrones, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon cher collègue Guillaume. Surprise, Il est là. Et alors c'est parti pour le 44e chapitre, soit le 3e chapitre de Sansa. Et ouais. Donc on retrouve Sansa à mon grand déplaisir, peu de temps après l'audience de Ned avec les villageois des Conflans, et elle semble désapprouver la décision de son père, pensant qu'il aurait dû envoyer Ser Loras Tyrell à la poursuite de Ser Gregor. Le lendemain, Ned convoque ses deux filles pour leur annoncer qu'elles doivent toutes deux rentrer à Winterfell pour leur sécurité, et Sansa apprend dans la foulée que ses fiançailles avec Joffrey sont annulées. Oh mon Dieu. Quelle tristesse. Je rêvais tellement de les voir ensemble. Ils étaient si mignons. Bien assorti. Donc le chapitre débute par un dîner entre Sansa et Jeyne Poole, la fille de Vion Poole, l'intendant de Winterfell. D'ailleurs, une information supplémentaire sur Jeyne Poole, elle est brune, ce qui semble être une caractéristique des filles du Nord. Sûrement. Bon, c'est vrai que chez nous, dans le Nord, ils sont plutôt blonds. Bah, genre en Suède. Ah oui, d'accord. Pas dans le nord de la France. non. Genre en Suède et tout. Ouais, non, ça va. Non, mais voilà. Mais bon, ok, ils sont plutôt... Non, mais voilà. Jeyne Poole est brune. Putain, le chapitre, il est tellement vide pour toi, tu t'es dit, c'est intéressant de le noter. Mm-hmm. Sansa s'étonne que son père, Eddard Stark, n'ait pas voulu envoyer le Chevalier des Fleurs, Loras Tyrell, punir les cris de la montagne. C'est selon elle à cause de la blessure à la jambe de Ned qui le rend si irascible. On voit que Sansa croit encore à tous ces contes chevaleresques, à tous les héros dont elle a dû entendre parler ou chanter, par les rhapsodes, et que pour elle, Loras Tyrell est de la trempe de cela. Mais la vie, c'est pas Disney, et Septa Mordane lui explique qu'elle ne devait pas discuter des décisions du Seigneur son père. Et sur ces paroles, Peter Baelish était venu en rajouter, en contredisant la Septa et argumentant que Sansa était aussi sage que belle. Alors, on se rappelle qu'au tournoi de la main du roi, Littlefinger avait susurré à Sansa que jadis, Catelyn, sa mère, était sa reine de beauté, tout en lui effleurant la joue. Mais, il fait un petit transfert de désir sur une fille de 11 ans. Ouais, 13. 13? Non, elle a 11. Ah non, pareil. Elle a 11. Elle a 11 ans. Putain, elle est si jeune, Sansa. Mais en écoutant les arguments de Sansa en faveur de Loras, Littlefinger confirme ce que j'ai dit précédemment. La vie n'est pas une chanson, ma douce. Tu risques de la prendre un jour à tes cruels dépens. Et ça a tellement un côté pédophile, cette phrase. C'est horrible. Non, en même temps, genre en mode, je vais te faire découvrir les malheurs de la vie, tu vois. Mais en même temps, je comprends pourquoi. Et en même temps, je pense que c'est comment dire, une vraie prévention qu'il fait à Sansa, quoi. Ouais. C'est un foreshadowing. Je sais pas trop si c'est un foreshadowing ou pas, mais c'est sûr que Sansa, il la voit tellement comme une fille insouciante, une fille naïve que, tu sais, en entendant les arguments de Sansa, c'est vraiment, parce que Loras, il est beau, parce que Loras, voilà, c'est le chevalier des fleurs, il est jeune, etc. Et tu sais, le figure en disant, putain, ouais, elle est si douce, si innocente, mais la vie, c'est pas ça. Je rêve de la briser. J'ai tellement envie de la briser. Mais la vie, c'est pas ça. Pour son ami Jeyne Poole, ne pas envoyer Loras Tyrell n'était pas une erreur de la part de Ned. En revanche, il aurait dû envoyer Ilyn Payne, la justice du roi. C'était le titre d'Ilyn Payne et son rôle. Mais Jeyne était contente car son héros, l'homme qu'elle voulait épouser, Beric Dondarrion, a lui été confié de cette mission. Oui, donc Jeyne Poole avait pas rencontré, mais avait entrevu Lord Beric lorsqu'il tournoyait au tournoi de la main, et elle est tombée sous son charme. Ouais. Mais pour Sansa, cette idylle avait deux défauts. Premièrement, que Beric était incroyablement vieux, 22 ans.
Moi, j'ai cru que, genre, quand elle a dit ça, j'ai cru qu'elle allait lâcher un genre, il a 45, 22. Ouais. C'est vrai que le incroyablement vu du vieux, je l'ai dit avec une voix si ironique. Et de plus, Jane n'était la fille que d'un entendant. De plus, Jane n'était que la fille d'un intendant, et jamais un seigneur ne poserait les yeux sur elle. Putain, quelle connasse. Bon, ça, il lui a pas dit en direct, hein. Ça, Ouais, il a passé dans sa tête. Ouais, mais genre vraiment en mode de toute façon toi Ouais. c'est sa meilleure pote, mais t'as vu comment elle pense? Ah là là, ça me dégoûte. Bon. Après, on entre dans la tête de Sansa pour écouter ses élucubrations. Elle rêvait que c'était Geoffrey qui attrapait le cerf blanc, pour lequel le roi Robert est parti à la chasse dans le bois du roi. D'ailleurs, on apprend que les cerfs blancs sont des animaux magiques. Alors du coup, Guillaume, est-ce que tu penses que c'est vraiment des animaux magiques, ou que c'est quand c'est encore un... Bah tu sais dès qu'il y a un albinos, tout de suite il a des propriétés magiques, suffit de voir genre en Afrique, les albinos, genre on les chasse pour soi-disant leurs propriétés aphrodisiaques ou qui guérit tout. De toute façon, dès qu'il y a un albinos et que dans des pays un peu obscurantistes. Bon, après le loup de Jon est albinos, hein. Ouais. Bah, il a l'air d'avoir plus de caractéristiques que les autres loups. Ouais, il est particulier. Mais bon, ça m'étonne pas que genre un cerf blanc, on le voit comme magique. Bah pour moi, un cerf blanc, c'est un cerf albinos, tu vois. Pas plus. Ouais, pour moi, c'est rien. Enfin, d'après Sansa, elle pensait aussi que ce qui était arrivé à Père était la faute du méchant régicide, et que son prince Geoffrey en était tout innocent. On apprend ensuite que Arya continue son entraînement avec Syrio Forel, son maître à danser, qui paraît très étrange aux jeunes filles. Enfin, l'entraînement, pas Syrio Forel. Quoique, que je parie que dans le genre, il doit être assez excentrique en vérité, Syrio Forel, donc. Sansa raconte alors à Jane qu'un frère noir s'était présenté à l'audience afin de recruter des membres pour la garde de nuit, mais aucun chevalier ne s'était porté volontaire, alors Ned lui a attribué des prisonniers. Là, il y a une chose intéressante, c'est que Sansa, elle voit l'apparence de ce frère noir et elle se dit que, en fait, c'était pas du tout ce qu'elle pensait, parce que la seule représentation d'un membre de la garde de nuit qu'elle a eu, c'était Benjen Stark, on a l'impression. Et moi, je trouve ça bizarre, parce que bon, les Stark sont juste à côté de la garde de nuit, donc normalement, il y a dû avoir des membres de la garde de nuit qui ont dû passer par Winterfell à un moment donné. C'est bizarre que ça soit la première fois que Sansa... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et deuxième chose, c'est que bon, c'est à l'état, mais du coup, on s'était posé la question quand Jon a rejoint la garde de nuit. Tyrion lui a parlé en fait des membres qu'il a composés vraiment, donc des violeurs, des tueurs, de violeurs, etc. Et on s'est dit que bon, soit peut-être que justement c'est pas quelque chose qui se révélait que les membres de la garde de nuit n'étaient pas aussi nobles que ce qu'on pouvait penser. Mais là, il y a aucun chevalier qui s'est porté volontaire. Donc ça dit quand même qu'on sait, qu'ils savent quand même ce que ça représente la garde de nuit, tu vois. Donc c'est une question, est-ce que tout le monde sait que la garde de nuit maintenant vraiment ça en a réduit à quelque chose de très de très faible, de pas aussi noble que ça. J'ai l'impression que genre si tu vas à la garde de nuit, tu vas vraiment gâcher ton potentiel, quoi. Tu pouvais, genre, si t'es chevalier, t'aurais pu faire tellement de trucs. Ouais, mais justement, parce que... Et finalement, tu finis à la garde de nuit, quoi. Ouais, mais ça, justement, en fait, du point de vue de Jon et de Sansa, on a l'impression que ils voient le point de vue de Benjen, et qu'ils disent que c'est quand même un ordre assez noble. Ouais, ils se disaient, le beau chevalier ténébreux, quoi. Ils disaient que c'était ça, la garde de nuit. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre quand même qu'ils se soient pas rendu compte quand même que, qu'il y avait d'autres types de personnes que Benjen, la garde de nuit, quoi. Après, on peut mettre ça sur le compte aussi que c'est des enfants. Ouais, c'est des enfants et ils étaient plutôt ils étaient à Winterfell, quoi. Ils étaient pas, parce que on avait déjà discuté de ça et on disait que ça avait l'air d'être une connaissance commune que genre quand t'as déconné, t'as le choix entre la mort ou aller à la garde de nuit, quoi. Ouais. Peut-être que les chevaliers sont au courant, en tout cas. Ouais. Le lendemain, au petit déjeuner, Sansa apprit à Arya que leur père avait envoyé des hommes exécuter la montagne,
Gregor Clegane, pour le punir des massacres qu'il avait commis. Mais pour Arya, c'était Jaime Lannister qui avait assassiné les gardes de Ned, donc Jory, Eward et Will, ainsi que le limier qui avait trucidé Mycah, le garçon boucher, son ami, qu'il fallait assassiner, ces deux-là. Les deux sœurs se disputent alors par rapport à l'incident du trident, Sansa argumentant que le garçon boucher s'en était pris à Joffrey, ce qui est absolument faux, vu qu'on a lu la scène, toi, Guillaume, moi et les auditeurs, et que rien de tel ne s'est passé. Oui. Donc Sansa elle est encore en train de mentir, ou pire de se mentir à elle-même. Ouais, parce qu'elle a vu la scène quand même. Hein. Oui, donc c'est problématique si elle se ment à elle-même. Après la dispute, Septa Mordane congédie Arya et Sansa dans leur chambre, où Sansa s'y enferme et éclate en sanglots. Et franchement, j'ai pas compris pourquoi elle a commencé à pleurer. Non, mais sincèrement, je me suis dit, mais pourquoi elle pleure là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, à cause de la robe... Ouais, une robe, putain, elle s'est pris une orange dans... Bah, en fait, je crois qu'elle pleure parce que pour elle, il y a que Arya qui est fautive dans l'histoire, et que Septa Mordane lui a demandé à elle à Arya et à elle de retourner de les punir. C'est une vicose, hein, c'est ça. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que la rancune, ou en tout cas j'allais dire la haine, mais c'est trop fort, qui peut exister entre Arya et Sansa, ça peut quand même la toucher, tu vois, d'une certaine manière. Mais peut-être pas, hein, peut-être que c'est vraiment juste parce que pour moi c'est la robe, pour moi c'est juste la robe et le fait que Septa Mordane elle m'a envoyé dans ma chambre, c'est pas juste, voilà. Bon, en même temps, la robe que Arya attachait avec l'orange sanguine, là, c'était un cadeau de la reine Cersei, hein. Oui. Ouais, il est foutu. En l'honneur des fiançailles avec Geoffrey. Ouais. Mais, ouais, franchement, sur le coup, c'est un paru très futile, le fait qu'elle pleure, quoi. Ce personnage est futile. L'après-midi vient alors, et Eddard convoque ses deux filles dans sa loggia. Dès qu'ils se retrouvent tous les trois seuls, Sansa commence à attaquer Arya, l'accusant de ce qui s'était passé ce matin, l'incident avec la robe. Arya, au contraire, est plus diplomate et s'excuse même auprès de Sansa, mais rien à y faire, elle ne veut pas entendre ses excuses et l'attaque de plus belle. Et franchement, ce chapitre rend Sansa tellement détestable, mais tellement, c'est encore plus à la fin où elle compare Arya à Hodor en disant qu'ils sont aussi bêtes et moches l'un que l'autre et qu'ils devaient se marier. Tu sens que là, elle est égoïste. Vraiment, Sansa, elle est égoïste sur ce coup. Elle est... Franchement, là, j'aurais dû chercher des adjectifs, mais parce qu'ils viennent un peu à la tête, mais parce que, ouais, voilà, là, elle me rend irascible, quoi. Elle me rend énervé. Et, tu sais, c'est un peu comme la phrase, et puis même, elle est méprisante aussi, Sansa. Ouais, ça, c'est ça, c'est ce côté-là d'elle, elle me... Oula, avec Jon, avec plein de gens, avec Arya, avec même Jane Poole, genre en mode toi t'es qu'une fille entendante. Et c'est un peu ce que la phrase dit, hein, c'est moi ça me fait tout souvent ça, une phrase de Sirius, quand il dit que si tu veux savoir ce que vaut un homme, regarde donc comment il traite ses inférieurs et non ses égaux. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que envers ses égaux ou les êtres qui lui sont supérieurs, Sansa peut être toute douce, voire gentille, avenante, mais dès qu'il y a une personne qui lui est inférieure, qui se présente à elle, elle se permet de la juger, de la critiquer et de la réduire en fait. Ouais. Et du coup ouais, c'est sur ces choses-là que tu peux agir, que tu vois que c'est pas une bonne personne. Enfin, je vais dire c'est pas une bonne personne, c'est encore une enfant. Mais c'est mal parti. C'est mal parti en tout cas. Mal parti. Alors que justement, en fait, dans le chapitre où elle se trouvait seule avec le limier, ce chapitre ça avait adouci, je trouve, le moment où elle était où elle rentrait avec lui, où c'était le seul moment pour l'instant de la saga où elle s'était trouvée assez compréhensive envers quelqu'un empathique un peu. Ouais, même empathique, ouais, t'as raison. Et du coup, elle avait fait du progrès, quoi. Et, tu sais, je commençais à l'apprécier à partir de ce moment-là. Ouais. Elle a fait, pour une fois, elle a manifesté de l'empathie. Et du coup, là, en fait, ça a réduit tous ses efforts à néant. Et je la déteste même encore plus qu'au premier jour. Donc, non, franchement, ce chapitre, ça a pas été un bon chapitre pour moi, en tout cas. Pas d'avoir de l'écriture, mais en tout cas pour le personnage. Mais Eddard ne les a pas convoqués pour parler de cet incident. Il veut renvoyer ses filles pour Winterfell.
Mais bon, ces deux filles ne sont pas d'accord et explosent de colère, suppliant leur père de rester, chacune pour leur raison. Donc Arya pour Syrio Forel, pour son entraînement, et Sansa pour... Bon, il y a une liste dans le chapitre, donc si vous voulez le lire, si vous voulez les relire, relisez-le, mais c'est genre pour les cours, pour la cour, pour les gens de la cour, pour les coiffures, les gâteaux au citron, etc., etc. Bon, bref, des trucs de merde, quoi. Mais surtout, elle ne pouvait pas partir car elle devait épouser Joffrey. Oui, car elle aime Joffrey comme Jonquil aime Ser Florian. Autant que la reine Nerys aimait le prince Aemon Chevalier Dragon. Bon, du coup, alors, pour la première comparaison, Jonquil et Florian, c'est la première fois qu'on les mentionne, mais bon, ils doivent composer une célèbre histoire d'amour connue à Westeros. Bon, si Sansa la cite comme ça, tu vois, ça doit être un conte, les contes chevaleresques qu'elle aime, quoi. Ouais, genre, comment on dit, je sais pas, Roméo et Juliette, mais Chevalier de la Table Ronde, y a pas Tristan et... Iseux? Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois. C'est un chevalier de la Table Ronde, Tristan et Iseux? Quoi? C'est dans les Chevaliers de la Table Ronde, Tristan et Iseux? Ouais, je crois. Ah, ok. Oui. Parce que je connais comme ça et tout, mais En revanche, pour Aemon Chevalier Dragon, on a déjà mentionné à 2 reprises. Est-ce que Guillaume, tu te souviens de ces 2 reprises, de ces 2 reprises? Aemon Chevalier Dragon, donc, je crois qu'il était membre de la Garde Royale. Ouais. Et Aemon Chevalier Dragon... Non, il y a juste ça dont je me souviens. Ouais, je pense que ça c'est compréhensible parce que l'autre fois et tout, c'est assez direct et puis bon, c'est qu'une seule fois. Hein. La deuxième fois, quand on a mentionné, c'est pour dire qu'il a été le champion de justement la reine Nerys, car un certain Morgil aurait raconté des mensonges sur elle, l'aurait calomnié. Ok. Mais du coup, là, si on y réfléchit, c'est assez étrange. Parce que alors du coup, ça paraît être des vraies personnes parce que Aemon et Nerys, ils ont quand même la racine en fait des prénoms Targaryens. Donc la reine Nerys, ça pourrait pas étonner qu'elle aurait été une vraie reine de la dynastie Targaryen. Et Aemon, de toute façon, on sait qu'il voilà, il a vraiment fait partie de la garde royale, quoi. Exact. Donc il a juré de pas avoir d'enfants, de pas posséder de titres, etc., etc. Donc le fait que on sait pas si lui il aimait la reine Nerys en tout cas pour l'instant, mais on sait que la reine Nerys elle l'aimait, donc ce qui pose un problème. En tout cas, ce qui a dû poser un problème pour la reine Nerys, c'est peut-être pour Aemon Chevalier Dragon. C'est pas un problème pour Jaime, hein. C'est pas un problème pour Jaime. C'est pas un problème pour Jaime, t'as raison. Mais bon, je suis pas sûr que Sansa irait à raconter des histoires sur elle. Hein. Quoique peut-être que l'histoire de Aemon et de Nerys a été changée au fil du temps pour que ça devienne quelque chose de romantique. Mais cet Aemon, il s'est quand même porté garant, il s'est quand même porté le champion de la reine Nerys. Donc il devait quand même, pour une partie, soit l'apprécier, soit la respecter. Ou pas, hein. Ça se trouve, il s'est porté volontaire contre son gré, mais bon, on dit qu'il s'est porté champion, donc c'est lui-même sa volonté. Et du coup, pour les mensonges que ce Morgil aurait raconté, ça, pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Eddard répond à Sansa qu'il lui trouvera un autre seigneur, plus juste, plus brave, plus fort, à marier, et qu'il n'aurait jamais dû la promettre à Joffrey. Mais Sansa est contre cet avis, elle veut avoir des enfants avec Joffrey et lui donner un héritier aux cheveux d'or, vaillant comme le loup-garou et fier comme le lion. Arya l'a contredit. D'abord, Joffrey n'avait aucune de ses qualités, et puis c'était un cerf Baratheon et non un lion Lannister. Sansa s'insurge, Joffrey n'a rien de Robert Baratheon, c'est un lion Lannister. T'es sûr qu'il n'a rien de Robert Baratheon? Et sur ces paroles, Ned devient abasourdi. Eddard renvoie ses filles dans ses appartements en confirmant leur départ pour Winterfell, et Syrio Forel pourra venir bien entendu s'il le consent. Donc en fait, je vois pas pourquoi Arya déjà elle s'insurge du départ du Donjon Rouge, parce que c'est ce qu'elle voulait en vérité. Ouais, mais je pense que c'est juste elle voulait continuer son enseignement avec Syrio, tu vois. Ouais, donc elle pour elle c'est tout bénef là. Elle part et Syrio Forel vient avec elle. Si, il faut que Syrio accepte.
Oui, il faudrait qu'il accepte. Mais s'il accepte, c'est tout bénéfique pour lui. Ouais, bah s'il accepte, là, elle est refaite. Ouais, donc, elle va rentrer à Winterfell, elle va voir ses frères, elle va plus être dans le donjon rouge, là où, elles sont un peu étrangères, et puis, elle va voir Sansa avoir le seum, mais ça, c'est bien. Ouais, aussi. Et elle va pouvoir continuer à s'entraîner avec son épée aiguille. Bon, en revanche, pour Sansa, c'est tout autre chose. Elle a le seum, et puis basta, mais... Donc... Et j'aime bien ce qu'elle dit, en fait, quand elle se plaint, elle dit exactement, la phrase exacte, c'est « Son existence s'achevait dès avant d'avoir débuté ». Et tu sais, ça fait grave fait penser, vraiment, tu sais, genre, le film de lycéenne, genre Lolita malgré moi, des trucs comme ça, ou genre en mode « Ah, non, oh, mon père, il m'a privé de cette sortie. Ah, mais comment je vais faire? Mais tout le monde dit ça, mais qu'est-ce que je vais devenir? J'aurais la risée du lycée, c'était la soirée de l'année, quoi. » Vraiment, ça fait penser... Vraiment, je pense que Sansa, ça serait une adolescente difficile, un peu. Ouais. Elle serait née au 21e siècle. Mais papa, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais j'ai pas d'iPhone 12. Mais t'es quand même le seigneur de Winterfell. Mais comment, quand ils vont voir mes snaps avec mon Wiko, là, tout le lycée va se foutre de ma gueule. Mais bon, pour finir ce chapitre, on va quand même parler de la révélation que Keddard semble avoir. Là, il nous fait comme Dr House, tu sais, quand il y a un de ses membres de son équipe qui lui dit, et si c'était, tu sais, ça me fait penser au premier épisode, genre, là, elle mangeait, la patiente, elle mangeait du sandwich au jambon, et lui, il a fait, le jambon? Mais oui, c'est un ver parasite. Je te jure, c'est ça, le premier épisode de Dr House, c'est ça. C'est la révélation incroyable. Tu sais, le moment, le stop, là. Ouais. Mon Dieu. Qu'est-ce que t'as dit, là? Juste avant. Et on avait déjà fait cette théorie. Là, ça a l'air de bien se confirmer, hein. Et Ned semble être au courant que Joffrey ne serait pas le fils de Robert et de Cersei. Car juste à cause de la couleur des cheveux. C'est la couleur des cheveux qui a fait petite dans sa tête et qui s'est dit mais bien sûr, il est pas du tout brun comme un Baratheon. C'est parce qu'il l'a pas dit, mais c'est prochain, non, où il dit ça. Non, mais là il vient de dire un héritier aux cheveux d'or. Ah oui, ouais. Donc oui, il entend Sansa et Arya dire que bon, il a rien de Robert. Et qu'en plus il a pas ses cheveux et c'est là que ça fait tilt. Ouais. Surtout que bon, on sait que Ned disait la généalogie des 7 couronnes, donc c'est sûrement grâce à ça aussi que tout s'est aligné, quoi. C'est beau ce moment et tout s'aligne dans tout ça où tu te dis mais oui. Mais bien sûr, c'était là depuis le début. Sous mes yeux. Enfin voilà, donc on espère que vous avez apprécié ce chapitre, que vous avez apprécié l'épisode. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour continuer l'aventure avec nous. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par mail ou sur les réseaux sociaux, hein, bien sûr. Et si vous êtes assez gentil, vous pouvez commenter, et nous noter sur Apple Podcast. Voilà. Eh bien, passez une bonne semaine et puis on se retrouve à la prochaine. À la prochaine.